Pourtant, il y a 50 ans, d'ici même, du Creux de Gentot à Genève, Ella Maillard est partie et dans les mêmes dispositions d'esprit que les jeunes d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Certainement. Il y avait la découverte de l'eau, de la nature, de la navigation des bateaux à voile, qui m'ont donné le goût d'une vie pleine et totale où le corps, l'intelligence, le cœur vibraient en même temps. Et la vie qu'on pouvait établir en ville ne me satisfaisait pas du tout. Le fait, le fait d'avoir navigué ici depuis mon tendre âge m'avait donné des idées d'émancipation, de conquête du monde. J'avais l'impression que la planète entière m'appartenait. Pourquoi ne pas en faire la découverte? Mais pourtant, vous aviez une vie très heureuse ici qui aurait pu vous attacher, vous retenir, vous satisfaire pleinement. Vous étiez une petite fille de la bourgeoisie aisée de Genève avant la Première Guerre mondiale. Oui, mais cette vie de citadine ne me permettait pas d'avoir cette vie en plein air à laquelle je rêvais. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour une petite fille à ce moment-là? D'abord, j'allais à l'école, et puis l'école m'ennuyait mortellement. Et j'ai pas réussi mes examens de fin d'études. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, j'ai eu la chance d'avoir une voisine qui venait de Paris passer ses vacances dans la campagne de Saussure. Elle s'appelait Miette de Saussure. Et nous avions commencé à naviguer ensemble, faire équipage féminin sur ce lac. Alors, pour commencer, dans la carpière voisine, nous avions un petit you-you, dinghy. Ensuite, nous sommes sortis dans le creux de Gentot, ensuite dans le petit lac, et voulant aller toujours plus loin, jusque vers le grand lac, nous avons ainsi appris à naviguer d'une manière très sérieuse. Aujourd'hui, il y a des écoles de navigation partout. Mais nous avions appris empiriquement avec les marins qui étaient à bord de ces grands yachts qui se préparaient pour les semaines de régate et qui nous ont adoptés, qui nous ont appris leur métier. Alors est venu ce goût profond de la navigation, cette école d'indépendance. Il faut savoir prendre ses responsabilités quand on manie un bateau à voile, sans moteur. Et peu à peu, ce goût est devenu une passion. Et déjà, dans vos jeux d'enfants, votre imagination vous faisait croire à des horizons plus lointains. La Carpière, c'était le lac, Léman. Le petit bras qui la rattache au lac, c'était le Rhône. Et ça, c'était la Méditerranée. Oui, oui, parfaitement. Et qu'on était très fiers quand on arrivait en Sicile, qui était la pointe extrême Ah bon? là-bas des enrochements. Et puis on se disait bien, il faudrait une fois passer Gibraltar et puis aller dans l'océan. Et on ne savait pas à ce moment-là que nous irions faire la pêche au thon dans l'océan, que nous irions en Angleterre sur nos voiliers. Tout ça, c'est au fond pour dire que la vie est merveilleuse, qu'il faut lui faire confiance et croire qu'elle peut nous apporter ce qu'on désire profondément. Mais ça, c'était donc vos rêves de jeune fille. Mais les parents, les familles, que disaient-elles de ça? Eh bien, je crois que nous avons peut-être eu de la chance. Le père de Miette était officier de marine, la marine française, aimait naviguer, il avait appris à naviguer à sa fille. Mes parents m'ont toujours dit, tu es responsable de ta vie, tu dois savoir ce que tu veux faire plus tard. Mon père n'était pas content que j'apprenne pas un métier. Il était dans le commerce des fourrures, lui. À Genève, parfaitement, et il aurait voulu que j'apprenne un métier. Il me disait, si tu ne te maries pas, qu'est-ce que tu feras? Je dis, je me débrouillerai toujours. Alors, il fallait le prouver. Et comme nous voulions naviguer au long cours, apprendre à naviguer sur des mers où il y a de la marée et des courants, j'ai décidé d'aller en Angleterre et j'ai trouvé un article dans le journal qui demandait quelqu'un pour enseigner le français dans une école de garçons en Angleterre. Voilà comment je suis partie avec mon idée d'apprendre à naviguer sur des mers à marée profonde et à courant, pendant que mon ami Miette partait naviguer à l'âge de 20 ans en Grèce avec une autre amie, la croisière de la Perlette. C'était en 1921-22. Donc vous voyez que notre rêve se réalisait lentement avec, plus tard, ça vient un peu plus tard, donc le but de faire des croisières dans la haute mer. Mais tout est parti d'ici et d'avoir appris à naviguer sérieusement. Et mon plus grand bonheur, c'était de tirer le bateau à sec, de le calfater, de le vernir, de repeindre le pont et d'être vivante sur tous les plans de l'être. Et à ce moment-là, il y a une plénitude de vie. Et puis il y a la vie avec le soleil, avec le vent, avec l'eau.
des choses naturelles, des éléments de la vie profonde de la planète. Ces éléments que je retrouvais en faisant du ski l'hiver. Et je disais, il doit y avoir une manière de vivre sur ces plans qui m'intéressent tellement. Mais la réponse n'était pas facile à trouver. Oui, vous avez fait beaucoup de sport dans votre jeunesse, vous continuez d'ailleurs. Enfin, vous en avez fait beaucoup dans votre jeunesse et je crois savoir c'est parce que vous étiez malingre. Hein? Vous Oui, étiez chétive. j'avais une enfance très faible sur le plan physique et le sport m'a sauvé, m'a donné de la force. Et puis d'ailleurs, j'ai pensé que si je voulais réaliser cette vie de navigation de croisière, il fallait être costaud, il fallait tenir le coup, que ce soit dans des grandes croisières ou que ce soit dans la montagne pour faire des grandes traversées avec peau de phoque à ce moment-là. Vous avez fait du hockey aussi. Le Vous hockey avez sur... même inventé le hockey féminin sur terre en Suisse. Oui, non, il y avait une équipe à Zurich et une à Bâle, mais à Genève, c'était nouveau. Parce que pendant l'hiver, il n'y avait pas d'entraînement physique. Et je pensais qu'il ne fallait pas rester 8 mois sans entraînement physique. Et ça a probablement beaucoup contribué à me donner une bonne santé. Mais ce que j'aimerais dire avant tout, c'est que le bateau, plus qu'aucune autre chose, est une école d'indépendance. Vous prenez votre vie en main, les responsabilités. Est-ce qu'il faut prendre des riz? Est-ce que la tempête vient? Est-ce que je vais dans le port le plus proche? Est-ce que... D'autant plus quand on navigue en mer. Et il y a un instant vraiment profondément pathétique, c'est quand du pied on pousse la terre derrière soi et que le bateau s'en va. Vous vouliez la voile, uniquement la voile. La voile, parce que nous ne savions pas nous occuper d'un moteur et quand nous avons navigué en Méditerranée, nous avons même vendu notre premier moteur pour acheter un sac de pommes de terre, pour faire 6 mois à bord de la Perlette. On s'est dit, avec un moteur, suffit qu'on soit sur les enrochements par une tempête, qu'on ne sache pas faire démarrer le moteur, on est fichu. Tandis qu'à la voile, on saura toujours se débrouiller. Donc vous avez commencé à naviguer d'une manière très sérieuse, séparément, vous et Miette de Saussure, puis un jour, vous vous êtes réunis dans quelles circonstances et quel a été votre premier grand voyage sur mer? Nous avons fait une première croisière de Marseille à Athènes sur la Bonita, c'était en 1925, nous étions 4 à bord. Ensuite, quatre filles sur un bateau. Voilà, c'est une vieille histoire où nous avions rencontré l'escadre anglaise de la Méditerranée en Céphalonie et en Crète plus tard et en Sardaigne aussi. Nous avons vécu des moments inoubliables avec toute l'escadre anglaise britannique qui nous recevait à leur bord. Il y aurait là de quoi vous raconter une histoire qui durerait très longtemps. Peut-être une qui soit courte, il y en a peut-être une, non? Une qui soit courte. Alors on nous avait défiés en rencontrant cette escadre en Sardaigne. Ils nous avaient dit, oh mais pauvre petite fille, mais vous ne savez pas naviguer, vous n'arriverez jamais en Grèce. Vous n'avez pas de compas gyroscopique à bord. On a dit non, on n'a pas besoin de compas et on navigue très bien comme ça à l'estime. Et quand nous sommes arrivés en Céphalonie, dans les îles Ioniennes, nous avons rencontré le chef de l'escadre qui était l'amiral Sir Roger Keyes. C'était un héros de la guerre de 14-18, le héros de Zeebrugge. Et quand il est venu nous visiter à bord, il s'est retourné vers son aide de camp et lui a dit « C'est dommage, elle devrait être anglaise ». Alors on a respecté immédiatement, on a dit « Nous, anglaise, pourquoi faire ?»« Comment, vous ne voudriez pas être anglaise ?» Mais pas du tout, on est très contents. Seules les Anglaises, d'après lui, auraient pu naviguer. Voilà, étaient dignes d'avoir fait cette traversée sans moteur. Et la grande navigation, quand et comment a-t-elle commencé? Bien, la grande navigation a commencé quand nous avons voulu imiter Alain Gerbaud. Nous l'avions rencontré à Nice avant son grand départ pour sa traversée de l'Atlantique. Il faut dire pour ceux qui ne se rappellent pas qui est Gerbaud, il a traversé l'Atlantique en solitaire, il est allé en Pacifique et il est arrivé en 1923 à New York. Et Gerbaud suivait l'exemple de Slocum. Slocum, ce grand navigateur qui, à bord du Freedom, avait fait le tour du monde en solitaire. Et Gerbaud, nous l'avions rencontré et nous sommes dit, si lui tout seul arrive à New York, ben nous, avec à deux, on arrivera aussi avec un bon bateau. Alors on s'est préparé pendant longtemps. Miette avait à ce moment-là acheté un très beau bateau, un pilote du Havre, qu'on a transformé en ketch pour pouvoir plus facilement manier les voiles.
Et nous avions de la nourriture à bord pour 9 mois de traversée, de navigation, donnée par des fabriques de France. Et j'avais formé le projet de faire un film Ah, 35 mm, noir et blanc à ce moment-là, naturellement, de cette traversée. Et j'avais engagé un garçon qui est devenu célèbre par la suite, qui s'appelait Jean Grémillon, pour qu'il m'apprenne à tourner. Et alors là, j'ai tourné des petits bouts de film sur l'île de Groix et comment nous avons fait la pêche au thon, au golfe de Gascogne, au Biscaye. et des petits bouts de film qui nous permettent de retrouver la Maillard au moment où elle se préparait à la grande traversée. Par la suite, j'avais pris part à 2 films de sport et de ski. On m'avait filmé aussi pour voir si j'avais une tête qui répondait à l'emploi. Bon, Et puis, c'est-à-dire que là, peut-être, on a pensé à vous non plus comme opératrice, mais comme éventuelle actrice de cinéma. oui, j'avais joué un rôle dans un film de ski qui s'était déroulé à Murennes, entre autres. Et je crois qu'il n'a pas eu une carrière bien célèbre. Mais très vite, j'ai pensé que ça ne me conviendrait pas de faire une Bon, vous pensiez carrière de... toujours à la mer. Alors, cette navigation a par la suite échoué avec mon amie Miette qui s'est mariée. Et à ce moment-là, on ne pouvait plus faire de grandes croisières et traverser l'Atlantique. J'ai essayé de naviguer avec des Anglais sur un grand yacht anglais, avec un amiral à la retraite. Et j'ai navigué pendant 3 ou 4 étés avec le colonel Bennett Stanford qui avait un yacht transformé, une barge de la Tamise, transformée en yacht. Et j'étais même devenu le, si on peut dire, le second à bord. Et je dirigeais un équipage de 4 marins français. Et pourquoi n'avez-vous pas continué cette forme de navigation? Eh bien, parce que c'est au fond ennuyeux d'être aux ordres de quelqu'un, des Vous, propriétaires. vous préfériez quand vous étiez 2 coéquipières à égalité. Voilà. Vous et Miette, et au fond, le fait qu'elle se soit mariée vous a quelque peu désemparé. Absolument. Mais au fond, excusez-moi de vous poser cette question, mais pourquoi n'avez-vous pas fait comme elle? Pourquoi ne vous êtes-vous pas marié? C'était une solution aussi. En effet, mais je ne voulais pas prendre le mariage comme solution, comme pire solution. J'étais très désemparée moi-même, j'étais incapable de savoir où j'en étais. J'étais même un peu neurasthénique peut-être, pour pas pousser les choses à fond. Et ne sachant pas où j'en étais, je me disais, si je me marie, je ne sais pas quoi dire à mes enfants, je ne pourrais pas les élever, j'aime mieux ne pas prendre ce risque. Je n'ai pas eu le courage. Voilà. Vous pensez au fond que la pire épreuve, c'était le mariage et que tout ce que vous avez connu, la navigation difficile, plus tard, enfin on en parlera plus tard aussi, la traversée des déserts, c'est moins compliqué que le mariage. Il faut beaucoup de courage pour se marier et il faut avoir, au moins au départ être sûr de vouloir réussir. Ça, j'en étais persuadée. Alors, bref, ce que j'avais essayé de faire en Europe pour finir n'avait pas réussi. Et à ce moment-là, je rencontre à Paris des écrivains qui revenaient de Russie, comme Duhamel et Luc Durtin. Et un peu en désespoir de cause, je me dis, eh bien, allons voir ce qui se passe là-bas. Est-ce que peut-être c'est différent de chez nous en Europe? Et je commence à ce moment-là une nouvelle carrière. C'est-à-dire que, ayant rencontré la femme de Jack London, qui était une amie d'Alain Gerbaud, ayant fait à Berlin une saison de figurante à la UFA, Neubabelsberg, j'avais quelques sous de côté et je me décide à partir pour Moscou et voir comment se passait la vie là-bas.
tourné le dos à cette magnifique région du Creux de Gentot parce que c'était une vie qui ne répondait quand même pas à vos aspirations, à vos recherches. Vous aviez cherché par la navigation à fuir la civilisation, vous n'avez pas pu continuer, vous vous êtes dit dans une autre forme de civilisation, il y a peut-être une solution. Et Oui, je me trouverai peut-être. oui, oui. Il est vrai que j'avais rencontré à Berlin un homme extraordinaire, un Kirghize, qui venait d'Asie centrale. Je lui avais parlé aussi à ce moment-là en disant, bon, ben, je ne sais pas quoi faire en Europe, je pars vers l'Asie. Et lui m'avait dit, mais c'est en vous-même qu'est le problème, et vous pourrez voyager au bout du monde, vous vous retrouverez vous-même. Il vous faut mettre en ordre avec vous-même. J'ai dit, bon, oui, c'est des phrases, mais pour le moment, je dois gagner ma vie, et je vais partir et voir si je peux faire du reportage et peut-être des livres. Et à ce moment-là encore, Alain Gerbaud a joué un très grand rôle dans ma vie. Il m'a fait déjeuner avec son éditeur Charles Fasquelle, qui plus tard m'a payé mon premier manuscrit et livre, séjour de 6 mois en Russie et au Caucase. Et après, chaque livre, chaque reportage a financé le voyage suivant, mais financé sans qu'il y ait de grosses nécessités. Vous avez trouvé des moyens de voyager et de vivre avec un minimum. Oui, parce que j'avais du temps. J'étais riche en temps, n'étant pas mariée, n'ayant pas d'emploi fixe. Et je me disais qu'il fallait vivre comme les gens du pays. J'avais un gros sac de montagne, comme font les hippies d'aujourd'hui. J'avais un sac de couchage. J'avais toujours 15 jours de provisions sur le dos. Et je me disais, bien, il faut aller voir la beauté du monde qui est là, en attendant de savoir pourquoi je vis. Vous étiez toujours disponible d'une part et toujours en quête de quelque chose et d'abord de vous-même. Oui, on peut dire ça. Et je voyais très bien que le prétexte des reportages était une espèce d'alibi, que je faisais ça en attendant de savoir mieux. Savoir quoi, j'en savais rien. Mais je n'étais pas satisfaite ni de moi-même, ni des autres. Elle là, vous m'entendez? Vous balayez votre toit, pourquoi? Eh, vous voyez? Regardez. Il y a des enfants idiots qui lancent des cailloux, ou bien quand c'est du gravier, c'est là le chasse-neige, l'hiver, qui depuis la route là, qui jette un peu de gravier, aussi des rapports. Et puis il y a aussi les aiguilles du mélèze qui bouchent l'écoulement quand il pleut. Et Alors pourquoi... il faut tout faire soi-même. J'allais dire, pourquoi est-ce que vous le faites vous-même? Il n'y a pas des balayeurs de toit, Vous savez, les Chandelin? villages de montagne se dépeuplent, c'est une très vieille chanson. Comme je ne sais pas chanter, je ne peux pas vous la chanter. Et alors, il y a peu d'hommes. Il y a à peu près 2 hommes au village pour m'aider. Alors, comme ils sont toujours pris ailleurs, je le fais moi-même. Est-ce qu'il faut le pied montagnard ou le pied marin pour marcher sur un toit? Pardon? Il faut le pied montagnard ou le pied marin pour être sur un Non, toit? c'est une affaire de bottier d'avoir un bon soulier. Et puis, vous voyez, j'étais sur des ponts de bateaux. J'ai quitté les bateaux et j'ai trouvé ici un bateau qui traverse le ciel sans arrêt. En 24 heures, il fait le tour du monde, mon bateau de la montagne. Mais je retrouve ici un peu de cette atmosphère du Pamir, du sommet du monde, où on domine, où l'air est pur, où on se sent heureux. Et je suis très contente de voir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont la même réaction, qui retournent vers des lieux sains, quitte à vivre simplement et à balayer leur toit eux-mêmes, ou planter leurs pommes de terre, là, vous voyez. Et puis j'ai semé des petites salades à tondre, et j'ai quelques pommes de terre que j'ai ramenées du Népal, des pommes de terre roses, qui sont sans tache, qui sont très bonnes. Et puis, ce que vous ne signalez pas, c'est qu'au lieu du drapeau suisse qu'on voit bien souvent, c'est un drapeau de prière tibétain. Oui, alors, quand j'attends des amis qui aiment le Tibet, qui aiment l'Asie centrale, je monte ce drapeau que les paysans appellent des panos. Vous savez ce que c'est qu'une panos? C'est une serpillière. Pour eux, c'est un bout de chiffon. Alors, quand vous êtes au Tibet ou au Népal, quand il y a des grands monastères, au Sikkim ou au Bhoutan, vous avez une rangée comme ça de ces grands drapeaux verticaux. Il y en a 9, 11, 13 ou 15 qui sont en général sur une pente, comme ici, sur une pente très raide, dégradée,
et qui annonce l'arrivée d'un monastère ou d'un temple. Et c'est très beau. Après le lac que l'enfant voyait comme si c'était l'océan, la montagne, face au Cervin, le chalet de Chandelin, qui pourrait être celui d'une retraitée des voyages. Et ce n'est pas précisément le cas. Ella Maillard continue de voyager et toujours dans la même direction, celle du soleil levant. Ella, au fond, de même que au creux de Gentot, vous avez ressenti l'appel du large. En URSS, vous avez éprouvé, ressenti l'appel de l'Orient. Alors, comment les choses se sont-elles passées? C'est très très juste ce que vous dites. D'abord, j'ai vu que les voyages étaient très bon marché en Russie. Et ensuite, j'avais cette attirance pour les pays primitifs et les peuples nomades. Alors, j'avais fait un grand séjour de 6 mois au Turkestan russe, grâce à 2 couples de savants moscovites. Et j'avais été bloquée à la frontière de Chine. Je n'avais pas pu passer chez les Mongols comme je désirais. Alors, en 1935, avec l'aide d'un journal parisien, je me suis embarquée pour Shanghai et Pékin pour faire un premier reportage en Mandchourie, qui avait été conquise par les Japonais. 3 mois en Mandchourie pour voir que les Japonais étaient haïs des Chinois et que jamais ils ne feraient la conquête du continent et devenir la plus grande puissance du monde. Après ces 3 mois de Mandchourie, avec mon ami anglais Peter Fleming, nous partons de Pékin avec l'idée de traverser toute l'Asie centrale et aller voir ce qui se passe au Turkestan chinois où il y avait une république autonome de Chinois musulmans. Qui s'était constituée, donc c'était une sorte de Une guerre révolte. civile, cet Oui, endroit. une guerre civile au Turkestan chinois et personne n'avait pu y aller. Alors nous avons pensé qu'en passant par le sud, qui correspond au nord du Tibet, nous pourrions pénétrer dans ce Turkestan chinois qui était complètement barré par des postes frontières chinois, qu'on pourrait aller voir ce qui se passait là-bas et que ça nous ferait un scoop journalistique pour les journaux de Londres et de Paris et qu'en même temps, moi, je me rapprocherais de ces tribus mongoles. Je pensais m'éclipser dans le décor pendant 1 ou 2 ans pour réaliser cette vieille idée qui me tenait à cœur. Et comme ça, nous sommes partis de Pékin au moment où Mao commençait sa longue marche, avait déjà fait une grande partie de sa longue marche depuis le sud. Et il s'en est fallu de 2 jours que nous nous croisions à Xianfu, la capitale du Shaanxi, avant que nous arrivions dans la grande ville de Lanzhou, sur le fleuve Jaune, grande capitale. Au fond, si j'y réfléchis, il s'en est fallu de peu qu'au lieu d'être la journaliste rendant compte de la fin de la guerre de Mandchourie, vous ne deveniez la journaliste rendant compte de la longue marche de Mao Tse-tung. Voilà. Est-ce qu'on aurait accepté une femme? Ça, c'est encore une question dans cette grande marche. Mais alors, nous partons à ce moment-là pour une grande aventure, pour une traversée d'Asie centrale, qui est un pays immense. Et j'ai là dans mon livre, Oasis interdite, un petit croquis qui vous montrera ce voyage de 8 mois qui va de Pékin jusqu'aux Indes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait à peu près 8000 km. Mais vous n'auriez pas même une vraie carte de géographie, une grande carte pour qu'on se repère? J'ai l'amour des cartes de géographie. Mais vous comprenez, les cartes sont très mauvaises parce qu'il y avait toute une région qui était unexplored. Alors voici. Alors en somme, c'est une carte fausse que vous nous présentez. Oui. La région. Et c'est la carte dont vous vous êtes servi? Oui. En quelle année exactement? En 1935. 35. Alors vous avez ici tout le Tibet. Vous avez ici le Turkestan chinois. Et la dernière ville chinoise qui s'appelle Xining, à côté du Coco Nord. Et Xining est à 2500 mètres, je crois. Nous montons jusqu'à 3000, le plateau du Tsaïdam. Je crois qu'on a découvert l'uranium maintenant. Impossible d'y aller. Tout ça, c'est modernisé. Il y a des grandes routes automobiles. Ce qu'on a fait à Chameau, c'est fini. Bon, oui, j'allais vous demander, quel moyen de locomotion avez-vous employé? Depuis Xining, caravane de chameaux. Caravane de chameaux. Et chaque fois que la caravane s'arrêtait, on retrouvait des chameaux. Et alors d'ici, nous sommes partis au nord du Tibet, à 4200, 4500 mètres d'altitude, pour éviter ce poste frontière où on nous aurait refoulés sur Pékin. Et nous sommes descendus dans le désert du Taklamakan, l'ancienne route de la soie. Et en 1 mois, nous avons été de Tchetchen jusqu'à Kashgar,
avant de passer 45 jours, traverser le Pamir pour arriver au Cachemire. Ce grand voyage, nous avions réussi ce coup d'éclat sans être emprisonnés sérieusement. Et là, je retrouvais, à 500 km, mon voyage de 1932 au Turkestan russe avec le lac Issyk-Kul. Et dans cette Sirte, à 3000 mètres d'altitude, dans les monts Célestes, nous avions passé 3 mois à cheval, à vivre avec les Kirghizes. Et alors, toute cette grande traversée, ça a duré 8 mois Oui, et De ça Pékin représente à peu près combien de kilomètres? à peu près 8000, je crois. 8000 kilomètres, donc 1000 kilomètres par mois en moyenne, il faut le faire. Et à chameau en général. Mais au début, il y avait du train. Oui, 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 bien sûr, je parle d'une moyenne. Oui, Mais il y a eu beaucoup de chameaux aussi. beaucoup de chameaux. Et Oui. comment viviez-vous? Est-ce que vous étiez armé? Puisque vous étiez au milieu de guerre, de révolte. Mon compagnon avait une petite carabine et moi, le revolver que j'avais, je l'ai donné aux missionnaires américains à Saigon parce que je me suis dit que si jamais ayant peur, je me servais d'un revolver, ce serait très très dangereux et qu'à ce moment-là, on aurait des difficultés terribles à surmonter. Donc, au fond, vous n'étiez pas armé, puisque vous vous êtes débarrassé de votre revolver. Oui, Et- et mon compagnon avait une arme pour tirer des oies sauvages ou des antilopes qu'on mettait dans la soupe. Pour améliorer l'ordinaire. Voilà. Car en fait, comment vous nourrissiez-vous? Il y avait des parties désertiques dans la... Oui, nous sommes partis avec un énorme sac de farine d'orge grillée, ce que mange tout le monde. Les Tibétains sont nourris merveilleusement avec cette farine d'orge grillée. Il y avait un peu d'ail pour les vitamines peut-être, et puis moi j'avais pris des raisins secs, et puis la chasse, le produit de la chasse. Et par exemple, quand vous arrivez dans un monastère tibétain comme à Kumbum où il y avait 3000 moines, on vous offre immédiatement un bol tibétain. Où est-ce qu'il est mon bol tibétain? Ici, avec une petite montagne de farine d'orge grillée et un morceau de graisse. Vous permettez, c'est Voilà. un vrai bol de moine Un vrai- tibétain, Oui, ça. un vrai bol de moine. C'est-à-dire, c'est de l'argent? C'est ou doublé c'est de d'argent l'étain? parce que le thé bouillant, on verse le thé bouillant sur la farine d'orge. Alors pour pas se brûler les mains, c'est doublé avec du bois. Et chaque moine a ceci à l'intérieur de sa grande pelisse. Vous avez peur que je vous le prenne, hein, vous le reprenez. Voilà. Et alors quand on distribue, il y a des moinillons, les novices, qui distribuent des litres de thé bouillant. On sort ça et on met la farine dedans. Et on nous a offert ça tout de suite. Alors nous voici au bout de la route chinoise. Nous sommes à Xining, capitale de la province du Coco-Nord, au Qinghai. Et à Xining, nous avons un grand problème. Fleming et moi, nous devons trouver une caravane pour pouvoir continuer. Je profite de vous montrer un film tourné par M. Tsampar, qui était un délégué de la Société des Nations et qui est reçu avec des grands honneurs par la communauté musulmane chinoise de Xining. Et on va lui faire visiter Kumbum et lui offrir des fêtes folkloriques, tout en lui faisant visiter ce magnifique monastère où il y avait environ 3000 moines tibétains et mongols. Nous sommes ici devant le lieu le plus sacré de ce grand monastère de Kumbum où des lamas accomplissent leur pénitence, selon le vœu qu'ils ont fait.
Nous sommes dans la grande cour centrale du monastère de Kumbum. Environ 3000 moines sont rassemblés sous la présidence de l'abbé principal. Et nous voyons comment les étudiants en théologie passent leurs examens finaux. Ils scandent chaque phrase importante de leurs arguments et ils se défient et s'attaquent mutuellement. Nous sommes devant l'arbre sacré de Kumbum, à l'endroit où est né le réformateur Tsongkhapa, au XVe siècle. Les toits sont dorés et brillent sous le ciel bleu. Une série de tchortènes reliquaires avec les cendres des abbés morts au monastère de Kumbum. Vous voyez les caractères chinois, le titre du monastère, le nom du monastère. Bâtonnet d'encens, le grand parasol pour les dignitaires, et ces cimiers, ces grands casques en laine jaune. Une réunion de Tangout, ces nomades avec leurs pelisses en peau de mouton. Un groupe de nomades de Tangout qui viennent participer aux fêtes folkloriques. Et là, c'est les fêtes traditionnelles, les cavaliers incomparables de Gengis Khan et d'Asie centrale qui galopent et qui sont capables de mettre une flèche dans la cible en plein galop. Parfois, au grand galop, ils arrivent à ramasser quelque chose par terre. Et les types de Chinois musulmans qui, ici, sont en train de s'entraîner. Il y a toute une délégation de Chinois musulmans qui contrôlent cette partie du nord du Tibet. Voici les femmes Tangout avec leurs merveilleuses décorations en argent travaillé qui recouvrent leurs grandes tresses. Elles font une danse du pays. Elles sont également habillées avec des soieries de couleurs, des chapeaux de feutre, et les femmes chics ont jusqu'à 108 petites tresses.
Et j'ai encore dans cette chambre des quantités de souvenirs de voyage. Ça, c'est l'une des... Il y a toujours deux trompettes tibétaines, d'habitude. Quand ils scandent leur récital de prière tibétaine. Et ce son profond. Au fond, l'idée, c'est que la création vient des premières vibrations, hors du chaos primordial avant la manifestation. La première chose qui a été créée, c'est les vibrations. Et alors, les trompettes tibétaines très très sombres, basses, reproduisent cette vibration primordiale, ou bien, j'en ai pas ici, de conque marine. Les prêtres hindous soufflent dans la conque marine, qui est aussi symbole du son primordial. Bien, je leur ici deux objets aussi qui sont tout à fait beaux et intéressants. C'est ce que tiennent dans les mains les monastères, les moines, les prêtres, les moines, l'abbé. Le principal d'un monastère a dans sa main droite le foudre du Bouddha, l'emblème de la puissance qui symbolise la discipline, dans sa main droite. La discipline, et dans la main gauche, la cloche. La cloche qui est symbole de la sagesse suprême et du vide suprême par rapport à la manifestation qui est un degré inférieur de réalité. Et la sagesse sans la méthode n'est rien. Et quand le prêtre officie, il marie avec des gestes merveilleux, il marie constamment la discipline, la méthode avec la sagesse du vide, qui remonte au principe primordial d'avant la création. Et on retrouve ce même développement ici et là, le développement qui part du point primordial de la création, qui se développe par le lotus et qui rentre par l'axe central au point de départ. Donc l'objet est symbolique sur tous les plans de la création et l'une des choses que l'on voit dans tous les monastères tibétains. Après une telle traversée de l'Asie et dans de telles conditions, eh bien pour El Lamayar, ça a continué. Assurément. Parce que plus on voyage et plus on voit qu'on ne sait rien et qu'il y a des choses merveilleuses à découvrir. Et c'est pourquoi, en 1937, avec l'appui du journal parisien, je pars pour faire un reportage en Afghanistan, Iran. Je reviens en Europe en me servant des autobus locaux, très 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 bon marché. Parfois on dort au bord du fossé dans le désert. Mais on ne peut pas filmer ce qu'on veut au bord de la route. Alors, en 1939, j'ai la joie de faire la connaissance par le mari de Miette, d'une jeune zurichoise très intelligente et très douée qui a une voiture et qui voulait faire connaissance avec l'Afghanistan. Et nous repartons au mois d'avril 1939 par la même route, Istanbul, Tabriz, Téhéran, sur Kaboul. Et cette fois, les leçons de Jean Grémillon ayant été retenues en pouvant filmer. Nous sommes sur la route nord qui va de Herat à Mazar-i-Sharif au Turkestan afghan, une route encore aujourd'hui extrêmement en très mauvais état. Et là, nous rencontrons des nomades qui vivent sous la tente, dans le grand vent du nord de l'Afghanistan. Nous allons traverser la chaîne de montagnes du Bandi Turkestan, où il y avait autrefois des forêts de pistachiers, qui aujourd'hui est presque dénudée. Là où il y a de l'eau, des champs de blé. Et voici une autre forme de nomade, de maison de nomade, la yourte, utilisée par les Kirghizes et les Turkmènes. Enfin de l'eau, la rivière Mourgab qui se jette au Turkestan russe. Et là, un jour, nous rencontrons des nomades d'un autre genre, des bohémiens, parents de nos bohémiens d'ici. Ils sont parfois forgerons, ils dressent des singes et des ours. Nous sommes dans la cour d'un caravansérail.
Les chameaux ont disparu, c'est les camions qui transportent des fûts de pétrole. Nous arrivons à Balkh, la mosquée verte de Balkh du XVIe siècle, qui est très belle, avec une coupole turquoise splendide, en très mauvais état. Et dans le voisinage de Balkh se trouvent les ruines de la célèbre ville de Bactre, qu'on appelle la mère des cités, qui était la grande capitale de l'Asie centrale il y a 2000 ans. Au cours des étapes très chaudes, on est heureux de s'arrêter dans la maison de thé, la Chaikhana, où l'on boit du thé vert. Ici, nous sommes au bord de la rivière Kunduz, la grande rivière qui se jette dans l'Amou Daria, qui se jette dans la mer d'Aral. Et grâce à l'aide allemande, il y a une fabrique de textiles en construction. Nous sommes en 1939. Nous remontons le Daré Shikari, nous arrivons à Bamiyan, lieu célèbre dans toute l'Asie au début de notre ère. Bamiyan à 2500 mètres d'altitude, où nous retrouvons les archéologues français Joseph Aquin et sa femme. Nous allons passer 2 semaines à Bamiyan à visiter les grottes célèbres, les grands Bouddhas de 35 mètres et 53 mètres de hauteur. Avec les Aquins, nous visitons le célèbre Bandi Amir, le barrage du roi, qui étincelle d'une couleur gentiane foncée dans les falaises roses et violettes d'un barrage naturel. Il y a 5 lacs successifs. Et là, au bord du lac, une petite mosquée dédiée à Ali, le gendre du prophète, qui est un lieu de pèlerinage où viennent les gens malades qui veulent se tremper dans le lac, être guéris miraculeusement. Nous campons au pied de Charizoak, une forteresse magnifique qui a été détruite par Gengis Khan en 1222. Et là, nous voisinons avec la tribu qui est près de chez nous. Dans cette partie de l'Afghanistan, les habitants s'appellent des Hazaras. Ils sont d'origine mongole, dit-on. Ils vivent à 3000 mètres d'altitude dans le grand vent et le froid en hiver. Les champs de blé très maigres doivent pousser en 3 mois avant la venue du froid au mois de septembre. Nous obtenons du lait frais et dans la vie de camping, c'est une joie. Nous descendons des hauteurs de Bamiyan par la vallée de Gorband et nous dirigeons vers Kaboul. Avant d'arriver à Kaboul, nous nous arrêtons au lieu de fouille, à Begram. Begram, la célèbre capitale du roi Kapisa, il y a 2000 ans. Et c'est à Begram que nous rejoignons donc aussi avec les Aquins et que nous allons nous promener dans la région avoisinante. Ils nous montrent des maisons décorées avec de splendides panneaux de bois sculptés. Et ils nous emmènent jusque dans la petite vallée de Nejrao, au nord de Charikar. Et à ce moment-là, nous sommes près du Nouristan, la région la plus sauvage de l'Afghanistan. Et nous pique-niquons au bord de la rivière. C'est le mois de septembre 1939, la guerre a été déclarée et nous sommes tous dans un état de profonde tristesse.
le chemin des caravanes par le col du Lataband qui va de Kaboul jusqu'à Peshawar, en traversant la frontière d'Afghanistan. Et là, comme c'est au mois d'octobre, il y a la transhumance, les nomades qui vont passer l'hiver dans la chaleur de l'Inde, qui quittent les froids de l'Afghanistan. Les nomades sont au nombre de plusieurs centaines de milles qui font ce trajet chaque année. Et dans l'Afghanistan, c'est seulement les femmes nomades qui montrent leur visage en public. Là, vous avez vu une fillette sur un cheval et attention sur l'âne des poules qui voyagent. L'arrêt de la caravane le soir, les hommes préparent le pain, le kak, le pain kak. Ils font la pâte et ils la mettent autour d'une pierre chauffée dans le feu. Nous sommes à la frontière de l'Afghanistan, à Torkham, et nous entrons dans l'Inde. C'est en 1939, cette partie qui s'appelle maintenant le Pakistan. L'Inde, et c'est la fameuse route du Khyber, la passe du Khyber, la tête de ligne des chemins de fer de toute l'Inde, l'Andikotal, avec les forts construits par les Anglais pour défendre cette région frontière qui a toujours été en guerre contre l'étranger. Un tombeau musulman décoré avec des chiffons votifs. D'un côté les chameaux, de l'autre les voitures, c'est le panneau que tous les voyageurs photographient. Nous sommes arrivés à Peshawar, la capitale de la province du Nord-Ouest, et là nous nous promenons dans les rues très pittoresques. C'est la fête musulmane dans la ville de Bannu. Vous remarquerez qu'il n'y a que des hommes dans les rues, on ne voit jamais de femmes. Elles restent à la maison. Un petit carrousel manié par un homme pour amuser les enfants. Donc, ces images d'Afghanistan datent de 1939, été 39. C'est juste. Nous sommes restés, mon ami et moi, 3 mois à Kaboul, à décider de ce que nous voulions faire plus tard. Elle est rentrée en Europe avec la voiture, une Ford V8, et j'ai décidé de rester en Inde à ce moment-là. Avec l'assentiment de ma mère, mon père était mort entre-temps, mon frère vivait encore, et vous vous rappelez peut-être l'histoire du Kirghiz. Il y avait un Kirghiz qui m'avait dit le résultat de ce que vous cherchez. À Berlin, en 31. Voilà. Eh bien, c'est en vous que vous trouverez la réponse. Je me suis dit, bien, alors, si c'est en moi, la vie intérieure, la sagesse de l'Inde, qu'est-ce que c'est? J'avais le nom de 3 sages. Et je décide de rester en Inde pour le temps que durera la guerre. Personne ne savait combien de temps ça durerait. Je montre 3 fois en public à Bombay mon film sur les nomades afghans. Je récolte 800 roupies. J'en mets une partie à la banque pour pouvoir rentrer en Europe si jamais un jour venait où j'avais le désir de rentrer en Europe. Et je plonge dans l'Inde du Sud, où je vis à la manière hindoue pendant très longtemps. Le grand problème de l'eau partout. Tant qu'il y a de l'eau, il y a des récoltes de riz, des récoltes de légumes et les différentes manières d'irriguer. Ici, il y a de grandes quantités d'eau, un puits très profond avec maçonnerie et l'homme qui descend avec sa paire de bœufs. C'est très important pour un paysan
indien d'avoir une paire de bœufs pour les travaux dans les champs. Et aujourd'hui, où il y a des pompes électriques qui vident les puits rapidement, c'est parfois un danger. Nous sommes sur la côte sud du Kerala ou du Travancore, où il y a beaucoup de pêcheurs chrétiens nestoriens. On dit qu'ils ont été convertis au christianisme par saint Thomas, qui aurait débarqué à Cochin en l'an 55 de notre ère. Le Cap Comorin, la pointe extrême de l'Asie. Toute cette région est très fertile, la mousson y est abondante et le poivre pousse, qui a fait la richesse des Arabes qui ont exporté les épices vers l'Europe déjà avant la venue de Vasco de Gama. Ensuite, ce sont les Portugais, les Hollandais, les Anglais qui ont exporté ces épices. Le port de Cochin est tout à fait particulier. Il y a 200 km de voies navigables intérieures, les backwaters. Et tout au long de ces bras de mer, on peut admirer une quantité incroyable de grands filets chinois qui basculent grâce à leur contrepoids, maniés par 5 hommes. À Cochin, tout le monde vit sur l'eau, parfois sur des petites pirogues ou sur des wallams, avec des voiles qui sont fabriquées avec des feuilles de palmier tressées. Une chrétienne nestorienne avec des boucles d'oreilles en or en train de parler à Gladys Coder, une juive blanche avec son mari, Sato Coder. Ils sont venus depuis la Mésopotamie, il y a 2000 ans, se réfugier en Inde. Temple hindou dédié au dieu Krishna, rond, caractéristique de l'Inde du Sud, construit au pied de la synagogue du XVIe siècle, où l'on voit un cadran solaire. Il y a également beaucoup de musulmans à Cochin, la plus ancienne église chrétienne de l'Inde, Saint-Francis. Également, au Malabar, on voit des églises portugaises de style baroque. Les Portugais ont imposé avec l'Inquisition le rite romain dans toute l'Inde du Sud. Pendant ce temps, je pense à l'Europe en guerre, et le désespoir me pousse à me rendre chez le sage dont j'ai l'adresse. Ça a été votre premier sadhu. Un sadhu, c'est un maître qui avait trouvé la vérité, ne la cherchait pas, et toutes ses réponses provenaient d'un plan de conscience impensable. Jamais nous n'aurions répondu comme lui à toutes les questions qu'on lui posait. J'ai décidé de rester auprès de lui assez longtemps, et par la suite, au bout de 2 ans, j'ai été chez un autre maître, un autre sage, qui enseignait la même méthode d'introspection. Connais-toi toi-même, essaye de savoir qui est le soi, le je, avec un je majuscule, et pas le petit ego, qui était au Kerala. Et au Kerala, je suis restée très longtemps également, jusqu'à peu près à la fin de la guerre. Attendez, je vous arrête parce que je voudrais comprendre quelque chose. Vous venez de parler de questions posées à un sage. Quelle sorte de questions? Et vivre avec un sage, en quoi est-ce que ça consiste? Alors, ma question de base, depuis mon enfance, quand je voyais quelque chose, et au Creux de Gentot, quand j'étais très heureuse, je disais, qu'est-ce que c'est que la réalité?
le centre, l'essentiel de ce qu'on voit, l'essence de la vie dans l'instant présent. Je savais que le présent est la seule chose réelle, mais encore, c'est un mot pour répondre. Eh bien, cette sagesse hindoue, quand on veut arriver au fond du problème, il faut savoir qui on est, puisque tout dépend de moi. C'est moi qui suis consciente et qui vois les choses. Et toutes les questions qu'on pose à un sage tournent autour de cette question qui suis-je, qui est le vrai je. Or, toutes les sagesses du monde entier parlent de deux je. Un petit je qui est identifié au corps et un je qui participe de l'esprit suprême. Et il faut que les deux je coalescent et n'en fassent plus qu'un, qu'on ne soit pas perpétuellement un être divisé en soi. Et le vrai maître est celui qui a accompli cette réalisation directe, expérience directe du vrai je. Et il est capable de répondre à nos questions d'une manière tellement satisfaisante qu'on dit, voilà, ça c'est un maître, je comprends ses réponses, j'aime sa manière de répondre et je reste auprès de lui pour progresser et m'affiner moi-même et arriver à son plan de conscience, si tel est mon sort. Alors on reste auprès de ces sages et certainement, la plupart du temps, ils vous répondent même silencieusement, sans dire de parole, par une sorte de télépathie. Ils prévoient vos réponses, vos questions très souvent. Ils vous aident à lire, vous donnent certains livres. Et on peut donc poser des questions quand on n'a pas compris quelque chose. Et c'est ce travail intérieur qui est valable et qui fait qu'on est tellement passionné par ce qu'on découvre en soi-même qu'on accepte toutes les difficultés de vie, disons, sur le plan de la chaleur, de la mauvaise nourriture, de la mauvaise maison, la manière de vivre très très bon marché. Donc, pendant ces 5 années, puisqu'il y a eu 5 années de Seconde Guerre mondiale, vous êtes resté en Inde auprès de 2 sages successivement, et les 2 je ont enfin été réconciliés en vous. Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté en Inde? Alors, vous parlez du résultat suprême comme si c'était très facile à obtenir. Je crois que j'ai compris également les techniques qu'ils m'ont données et que si j'ai compris quelque chose de valable, je peux aussi bien le mettre en pratique ici que là-bas, car le climat est quelque chose de terrible et la nourriture également ne me convenait pas du tout. Et je pense que si on est né à un endroit, c'est là qu'il faut pouvoir accomplir sa vie et son destin. Mais je suis retournée très souvent auprès du sage jusqu'à sa mort. Après la guerre, je suis retournée 3 ou 4 fois et en 51, j'avais passé 4 mois avant de partir au Népal, car j'avais très envie de faire connaissance de ce pays qui était mystérieux, car jusqu'en 49, personne ne pouvait pénétrer au Népal sans une invitation spéciale du résident britannique, et on ne pouvait pas quitter la ville de Katmandou. En 49 et en 50, le Népal ouvre ses portes, expédition française à l'Annapurna avec Maurice Herzog, et en 51, je passe 4 mois au Népal, alors qu'il n'était pas encore abîmé par les touristes étrangers. Vous estimez qu'il est abîmé maintenant? Certainement, il est abîmé. On construit un peu partout des maisons en béton qui sont peintes en vert, en rose. Au milieu de cette ville moyenâgeuse, il y a des tours en béton. On est en train de construire un grand supermarché. Le Népal a perdu de ce charme de pays moyenâgeux, pas touché par nos méthodes modernes. C'est en avion que je gagne Katmandou, m'envolant depuis Patna, et très rapidement, on domine la plaine, qui était un ancien lac. Autrefois, c'était un lac. Et on domine la ville de Katmandou, environ 150 000, peut-être 200 000 habitants. Et tout de suite, en présence d'une statue avec un éléphant sur lequel se trouve le roi Pratapamalla, accompagné de ses 2 épouses, disons officielles. Et puis les Rana, la caste guerrière qui a dominé le pays depuis 2 siècles. Sur le champ de manœuvre de Katmandou, les Gourkhas font l'exercice. J'arrive en 51 au moment d'une révolution où on va éliminer les Maharajas qui avaient usurpé le pouvoir pendant 100 ans. C'étaient les premiers ministres qui avaient pris le pouvoir. Et maintenant, c'est le roi du Népal
qui a repris le pouvoir, le roi Bhupatindra, qui est mort à Zurich en 56. Je visite Katmandou, la grande tour centrale de l'ancien palais royal, Basantapur. Là, devant un temple dédié à Krishna, un très beau Garuda, sculpté au XVIe siècle. Katmandou a beaucoup changé. Aujourd'hui, il y a une animation immense. Nous entrons dans la cour principale de l'ancien palais de Basantapur, Hanumandoka, là où les rois du Népal sont couronnés. On peut admirer ces poutrelles en contrepente, en bois sculpté, et dominant la place principale, le temple de Taleju, l'un des noms de l'énergie cosmique, la mère divine, et le Mahakala, le Bhairab, protecteur du Népal. Un petit temple dédié au dieu Ganesh, le dieu à trompe d'éléphant. Grande foule sur la place de Katmandou pour la fête annuelle de Matsyendranath, le dieu de la fertilité et de la pluie. Toute la foule se réunit et il va y avoir un grand char de procession tiré par les dévots et adorateurs de Matsyendranath. La tour centrale fait 20 mètres de hauteur. L'idole est au centre, au premier étage de ce char sacré. Des prêtres de la mère divine, de Devi ou Kali, qui portent le costume d'origine Rajput. Dans les rues de Katmandou, tous les petits métiers exercés en plein air. Cet homme est en train de préparer des sortes de tresses que les femmes rallongent, avec lesquelles les femmes rallongent leurs cheveux. À tous les coins de rue, des petits sanctuaires, ici dédiés au dieu Hanuman à tête de singe. Le paysan a fait ses dévotions, les mains jointes. Ici, une offrande à Shiva Bhairab. On coupe le cou d'un mouton. Dans la vallée de Katmandou, il y avait 3 grands royaumes Mallas qui ont été écrasés au moment de l'envahissement du pays par les Gourkhas venus du Rajputana. Des moulins à prière au temple de Matsyendranath de 1408, un très beau temple dans une cour de Patan. Ici, c'est très intéressant, des jeunes mariés promenés dans des chaises à porteurs. Et non seulement les mariés en chaises à porteurs, mais également les invités de marque, que nous allons voir dans une espèce de boîte en paille tressée. Que voilà. Dans Katmandou, il y a de l'eau partout, heureusement, car nous sommes près des montagnes. Ce n'est pas les mêmes problèmes que ceux de l'Inde. Et des fontaines publiques avec des goulots magnifiquement décorés, ou même le bain public. Des collines nous entourent. La vallée a 25 km de long sur 15 km de large. Et dans cette vallée, il y avait 3 capitales Mallas, qui ont été toutes les 3 écrasées par les envahisseurs Gourkhas. Et nous allons visiter maintenant la ville de Badgaon, au pied de laquelle se trouve un sanctuaire dédié à Shiva et à Hanuman.
avec toute une série de statues intéressantes, des lions de la victoire, Hanuman, Shiva et Parvati, les lingams de Shiva. Le temple à 5 étages, Nyatpola, sur la place centrale de Bat Gaon, temple de Bhairab ici, avec une statue en or au centre de la porte principale. Le plus vieux temple. Ici, au sommet de la colline, un sanctuaire très important, Swayambhunath, celui qui existe par lui-même. C'est le nom donné au Bouddha primordial, le Bouddha sans cause. Ici, 300 marches pour les pèlerins qui arrivent au sommet de la colline sacrée, le début de tous les pèlerinages que l'on fait au Népal. Et au sommet de l'escalier, le foudre du Bouddha, symbole de la méthode. Le regard suprême du Bouddha qui sait tout et voit tout. Moulin à prière. Il y a 5 niches au fond desquelles se trouvent des statues de Dhyani Bouddha, de Bouddha de méditation. Et les pèlerins font le tour dans le sens des aiguilles d'une montre en faisant tourner les moulins à prière. Partout, ces formes de monuments religieux, le stupa ou chorten, le symbole de l'illumination du Bouddha, avec au sommet 13 étages, les 13 paradis ou états de conscience avant l'illumination finale. À Bodhnath, j'ai la chance de pouvoir filmer une danse rituelle avec des masques en bois sculptés qui recouvrent la tête des danseurs. C'est la vieille histoire de la lutte du grand sorcier noir au chapeau noir pour finir par exterminer l'ennemi du bouddhisme, le roi Glangdharma, qui au Tibet était l'ennemi principal de cette religion. Ce petit orchestre est dirigé par le Chini Lama avec un tambour à double face. Et la clochette de la sagesse. Les enfants du village viennent regarder la danse.
Un autre temple au cœur de Katmandou, un temple hindouiste. Une dame de qualité qui se rend en ville pour rendre visite à une amie. Les escaliers de bain au bord de la rivière sacrée de la Bagmati à Pashupatinath, le grand sanctuaire hindouiste du Népal. C'est un pays où le bouddhisme existe encore de manière vivante et l'hindouisme également. On voit des pierres sur lesquelles on érige les bûchers funéraires en contrebas. Dans les environs de Bat Gaon, on visite un très beau temple de Changu Narayan au sommet d'une colline dédié à Vishnu, avec des portes en or, 3 portes en or sur chaque côté de cette pagode, avec des inscriptions en sanskrit qui datent du 5e siècle. Voici les emblèmes de la toute-puissance de Vishnu, le disque solaire et la conque. Et ces magnifiques portes en bronze doré. Et puis ici, des petites clochettes comme celles qui sont suspendues à mon balcon. Encore un stupa très ancien. Un sanctuaire absolument merveilleux, avec Vishnu, l'être cosmique, endormi sur le serpent de l'infini et protégé par le cobra avec les 9 chaperons recouverts d'argent. C'est la grande fête de Vishnu avec les adorateurs qui viennent toucher les pieds du dieu et se marquer le front de poudre rouge, de poudre consacrée. Les montagnes du Népal m'attirent et grâce au lieutenant Sher Bahadur Malla, je vais me promener pendant 5 semaines dans la direction du Gosain Kund et dans la vallée de Helambo. Nous avons 5 porteurs pour la tente du lieutenant, qui est très confortable, et moi, une toute petite tente de haute montagne. Nous allons marcher vers le nord, dans la direction du Langtang Lirung, à la frontière du Tibet. Et là-bas, au mois d'août, il y a un grand pèlerinage vers ce lac sacré qui est dû au trident de Shiva planté dans un rocher. Mais au mois d'août, je n'aurais pas pu y aller parce que les hindous n'auraient pas été contents de voir une étrangère se joindre à eux. Et quand je pars, là, c'est encore l'hiver dans les hauteurs que nous allons voir tout à l'heure. Nous sommes à Tarkegiang avec des drapeaux de prière qui flottent dans le vent. Et nous avons ici une femme, une Sherpani, qui va nous montrer comment on prépare le fameux thé au beurre, le thé tibétain. On le baratte dans un grand tube en bambou et on le mélange avec du sel et avec de la soude pour faire une émulsion avec le beurre et le thé bouillant.
Les femmes du village font du tissage de belle laine pour le manteau des hommes. J'ai la chance de me trouver à Tarkegiang le jour de l'anniversaire de la mort d'un villageois. Il y a une grande cérémonie avec un banquet. On distribue non seulement du riz et des légumes, mais cette fameuse tsampa, cette farine d'orge grillée qu'on met dans les bols en argent, comme le bol que je vous ai montré tout à l'heure, et qu'on mélange ensuite avec le thé bouillant. Et si vous allez au Népal, je vous conseille d'y aller au printemps pour voir la fête, de voir les grands rhododendrons en fleurs. Ce sont des arbres qui ont parfois 15-20 mètres de hauteur. Il y a des rhododendrons blancs, jaunes, mauves et rouge sang. Les montagnes de la frontière du Tibet au nord. Et là, nous partons vers le nord. Et nous allons passer près d'un chorten, qui est la version tibétaine du stupa. Et puis ensuite, encore une journée, droit vers le nord, avec une nuit passée sous ces abris de bergers. Et je me rapproche de ce fameux lac sacré du Gosain Kund, qui est encore gelé. Et je ne peux pas voir s'il y a la statue de Shiva au fond de l'eau, mais c'est là que le trident de Shiva a frappé le rocher pour donner ses eaux sacrées où les pèlerins viennent se baigner au mois d'août. Achala, El Lamayar, ce nom que vous avez donné à votre chalet, d'où vient-il? Que veut-il dire? Arunachala était le nom de la montagne sainte de Shiva, au pied de laquelle ce sage Ramana Maharishi s'était établi. Aruna veut dire l'aube, l'aube de la connaissance. Achala veut dire la montagne immuable. Le sanskrit est une langue sacrée où les mots ont toujours plusieurs niveaux de signification. En tout cas, moi, je retiens la montagne immuable, car il me semble que ce mot vous définit parfaitement, définit toute votre vie. Car il me semble, oui, qu'il y a eu beaucoup de choses immuables tout au cours de cette vie de nomade, cette vie tellement itinérante. Le goût des grands espaces, le goût de la solitude, le goût de l'indépendance, la fidélité aux amitiés. Vous reparlez, par exemple, ici, à Chandolin, de vos amis de la prime enfance. Tiens, j'y pense. Miette de Saussure, qui est devenue Madame Seyrig, et par là même la mère de Delphine Seyrig. Elle a suivi une voie très différente de la vôtre, mais vous êtes toujours très amis avec elle. Certainement. Et tous vos amis, il en est ainsi. Je crois qu'une fois qu'on a connu quelqu'un profondément, on ne peut pas tuer une amitié vraie. Certainement. Donc, dans le nomadisme, vous êtes resté immuable. Alors, s'il fallait conclure, quelles sont vos conclusions après tant d'expériences, tant de voyages sur tous les sentiers du monde, à travers tous les pays du monde? Alors, conclusion, c'est difficile à dire. Mais quand je suis venue à Chandolin, j'ai eu un choc en voyant le Cervin au centre du panorama au fond de la vallée, qui m'a paru rappeler d'une manière étonnante le Kailas. Le Kailas, qui est la montagne sacrée des bouddhistes et des hindouistes, la montagne de Shiva et du Bouddha. Et j'ai regardé cette église de village valaisan qui est surmontée d'une croix. Et cette croix qui tous les jours me rappelle la vérité essentielle, le principe suprême que j'ai pris tant d'années à comprendre et à intégrer, à essayer d'intégrer dans ma vie. Cette croix qui était connue bien avant le christianisme comme étant le symbole suprême de la création et de l'évolution de l'homme. Vous avez dans la croix cette paroi, cette ligne verticale qui descend du ciel, qui symbolise l'esprit absolu, qui vient à la rencontre de la création, de la manifestation de la planète avec les 5 éléments dont sont faits l'homme. L'homme est à la fois la terre et à la fois l'esprit. Et vous avez la branche horizontale qui est le devenir dans le sens historique,
qui est surtout très fort développé chez les Européens, les Occidentaux. Il y a un commencement de la création, il y a une fin, il y a cette ligne horizontale, développement dans l'horizontale. Or, ce développement historique, ou quel que soit l'aspect de la manifestation, ne peut exister que s'il y a l'esprit fulgurant de la connaissance suprême, de la lumière de connaissance qui vient traverser ce déploiement horizontal de l'évolution. Et nous avons l'image du Christ qui a été clouée au centre, qui est l'homme, le Fils de Dieu, qui nous rappelle que le centre, la réunion, le point de rencontre de ces deux lignes, c'est l'instant de vérité et de réalité du présent, qui est absolument évanescent et qui fait que nous nous parlons, nous nous comprenons, nous nous voyons, à cause de l'esprit qui vient à la rencontre du devenir. Et nous devons devenir conscients, nous, de ce point de rencontre, de ces deux principes qui sont tous les deux vrais selon leur ligne de conduite. D'autre part, nous avons cette bataille en nous-mêmes, nous appartenons à la terre, nous sommes une créature, comme les plantes, comme les arbres, nous le développons d'après une graine, nous avons quelque chose qui part du fondement de la création matérielle, si on peut dire, et nous nous élevons comme les arbres qui montent. Cette loi qui est d'aller plus haut, de se dépasser soi-même, à la rencontre de cet esprit, de cette fulgurance de la connaissance suprême, qui fait que nous devons en nous-mêmes réunir ces deux tendances, de la terre qui monte vers l'esprit divin, et de l'esprit divin qui, au fond, nous a créés à l'origine, et nous devons être établis dans ce point d'équilibre à la rencontre de ces deux lignes qui sont le symbole de la vérité suprême.